Mon père m'a mis à la porte, me traitant de honte pour la famille. Tout ça à cause d'une histoire que ma cousine a inventée. Des années plus tard, ces mensonges ont été révélés et il voulait que je revienne. Mais je ne savais pas si je voulais le pardon ou la vengeance. J'étais en terminale au lycée, avec tout mon avenir devant moi. Mes parents, David et Marthe, avaient toujours été fiers de moi et de mon ambition de devenir architecte. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis un soir, ma cousine Chloé s'est assise dans notre salon, les mains tremblantes et des larmes coulant sur son visage. Elle s'est tournée vers mes parents et a déclaré « Dany m'a mise enceinte ». Je me souviens avoir eu un petit rire de surprise. « Chloé, arrête. Ce n'est pas vrai, et tu le sais très bien », ai-je plaidé, la voix brisée. Mais Chloé a enfoui son visage dans les bras de ma mère en sanglotant. Mon père se tenait là, le visage déformé par la colère. « Fais tes affaires, Dany. Tu ne déshonoreras pas cette famille plus longtemps. » Je suis tombé à genoux. « Papa, s'il te plaît. Je n'ai pas fait ça. Faites juste un test ADN à la naissance du bébé. Vous verrez la vérité. » Mon père a détourné le regard. Ma mère a hurlé « Comment as-tu pu faire ça à ta propre cousine ?» Puis, les larmes aux yeux, ma petite amie Sophie a murmuré « Je n'arrive pas à te croire. Je ne sais même plus qui tu es. » Le matin, quand elle est partie, tout le monde au lycée était au courant. Les chuchotements dans les couloirs, prédateurs, manipulateurs et menteurs. Chaque mot me transperçait plus profondément que le précédent. Je n'ai pas pu le supporter. J'ai abandonné le lycée quelques semaines seulement avant le bac, quittant la ville avec un simple sac de sport. J'ai conduit à des centaines de kilomètres de là, j'ai logé dans des hôtels bon marché et j'ai trouvé du travail sur des chantiers de construction. De longues et terribles journées sous le soleil, mais j'étais déterminé à survivre. Les années ont passé et j'ai gravi les échelons. J'ai économisé chaque centime, appris chaque corps de métier et créé ma propre entreprise. De l'extérieur, j'avais l'air d'une réussite, mais à l'intérieur, je sentais le poids de la trahison. Quand mon père est mort, personne ne m'a contacté. Je l'ai découvert une semaine plus tard en parcourant Facebook, regardant les photos d'un enterrement auquel je n'avais pas été invité. Pendant ce temps, Chloé prospérait. Mes parents, pris de remords, lui ont payé ses études. Elle a épousé Alexandre, un avocat élégant, et ils ont créé la vie parfaite. Des vœux de fin d'année, des photos de famille heureuse, tout ce dont j'avais rêvé. Puis, il y a quelques semaines, leur fils Maxime est tombé gravement malade. Il avait besoin d'une greffe de foie. Chloé n'était pas compatible. Désespéré, mon frère Julien s'est proposé. Comme nous avons le même groupe sanguin, il m'a contacté plus tard en disant « Je me suis dit que si c'était vraiment ton fils, je devais me manifester. » Cependant, lorsque les médecins l'ont testé, la perplexité a envahi la pièce. Le médecin a ajouté « Vous n'êtes pas compatibles, et il n'y a aucun lien biologique entre vous et l'enfant. » C'est à ce moment-là que la vérité a éclaté. Maxime n'est pas mon fils. Il ne l'a jamais été. Chloé avait menti. Et pendant 15 ans, j'ai porté les conséquences de quelque chose que je n'ai jamais fait. Maintenant, mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Ma mère pleure sur ma messagerie vocale. « Dany, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous avons fait une erreur. » Julien a imploré. « Tu avais raison depuis le début, mec. S'il te plaît, réparons ça. » Même Sophie, après toutes ces années, m'a envoyé un message. Mais je ne réponds pas. J'ai construit mon existence sans eux, brique par brique, cicatrice par cicatrice. Maintenant, ils veulent que je revienne. Et ce n'est pas le pire. Cela ne fait qu'un jour que la vie de ma cousine Chloé s'est effondrée sous le poids de la réalité. Pendant 15 ans, j'ai porté ce poids comme une chaîne de pierre autour de ma poitrine, m'entraînant dans un ressentiment silencieux et une vie que j'ai bâtie seule alors que ma famille me tournait le dos. Je croyais que révéler ces mensonges me libérerait. Au lieu de cela, j'ai l'impression d'être piégé dans un étrange entre-deux, ni justifié, ni en paix, mais quelque part entre la colère et l'épuisement. J'ai très mal dormi cette nuit-là après avoir appris la vérité. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sur la table de chevet, vibrant si souvent qu'il cognait contre le bois comme une alarme incessante. Appels, messages vocaux, textos, et ma mère, mon frère, mes oncles, mes tantes et mes cousins qui n'avaient pas prononcé mon nom depuis plus d'une décennie se souvenaient tous de mon existence. Je l'ai laissé là et j'ai fixé le plafond, la poitrine serrée par le flot de souvenirs.
Le plus vif de tous était la nuit où Chloé, en larmes et tremblante, a prononcé les mots qui ont détruit ma vie. Dany m'a mise enceinte. À l'époque, j'avais 19 ans. 19 ans. Avec tout mon avenir devant moi, des notes assez bonnes pour des bourses et des lettres d'admission prêtes à être ouvertes. En quelques semaines après sa tromperie, tout avait disparu. J'ai abandonné le lycée parce que je savais que personne ne me croirait, que le murmure d'un test ADN était noyé par un flot de fureur. Le mécontentement de mon père était le plus bruyant. Il crachait mon nom comme si c'était une ordure. Ma mère gémissait comme si elle avait perdu son fils. Mon frère me regardait comme si j'étais un étranger qui était entré dans notre maison. Sophie, la fille que j'aimais, ne m'a offert qu'un regard de dégoût. À 19 ans, j'ai quitté cette maison avec un seul sac de sport et j'ai dormi où je pouvais me le permettre. J'ai travaillé des heures à remplir des rayons et des jours à porter des briques. Mes mains étaient couvertes d'ampoules pendant que Chloé allait à l'université, ses frais de scolarité payés par la même famille qui m'avait abandonné. Le ressentiment ne m'a jamais quitté. Pas en 15 longues années. Et maintenant, un jour après que la vérité a été révélée, ils se tiennent devant ma porte. Quand j'ai tiré le rideau ce matin-là et que j'ai vu la lumière du soleil tracer des lignes nettes à travers les stores, je me suis figé. Le vieux camion de mon frère Julien, celui, rouillé, qu'il conduisait au lycée, était garé au bord du trottoir. Ma mère se tenait à côté, appuyée contre le capot. Ses épaules étaient affaissées et ses bras étaient fermement enroulés autour d'elle, comme si elle se protégeait contre plus que la simple brise fraîche du matin. « Dany » a-t-elle crié, sa voix rauque résonnant dans la rue. « Dany, s'il te plaît, ouvre la porte et laisse-nous parler » a dit Julien, sa voix plus calme mais teintée de désespoir. « Tu n'as rien à dire. Donne-nous juste quelques minutes. C'est tout ce que nous voulons. » Je suis resté dans le couloir, fixant la porte, mes doigts tremblants à l'approche de la poignée. Pendant un bref instant, j'ai eu envie de l'ouvrir, de sortir et de sentir les bras de ma mère m'entourer comme ils le faisaient quand j'étais enfant. Mais ensuite, le flashback est revenu. Les yeux de mon père, pleins de feu, me qualifiant de honte. La colère dans la voix de Chloé. Mes proches chuchotant à huis clos que j'étais un monstre. Où étaient ces voix alors? J'ai reculé d'un pas, mon cœur battant la chamade. Je ne répondrai pas. La voix de ma mère a tremblé alors qu'elle essayait à nouveau, les larmes perçant à travers ses mots. Dany, ce n'était pas ta faute. Nous le savons maintenant. S'il te plaît, ne nous rejette pas, Julien a frappé à la porte. Pas trop fort, mais assez pour que le son résonne dans mon crâne. Dany, je t'en supplie, ne laisse pas ça se terminer comme ça. Je suis resté silencieux. J'ai entendu des pleurs étouffés, des pas traînants, le claquement d'une portière de camion et le rugissement du moteur alors qu'il s'éloignait dans la rue. C'est seulement à ce moment-là que je me suis permis de respirer, et ce qui est sorti de mes poumons était plus amer que l'air. Je me suis persuadé que c'était la fin, que je pouvais reprendre ma vie normale. J'avais tort. Plus tard dans la journée, je suis arrivé sur le chantier où je travaille. La poussière flottait lourdement dans l'air et la lumière du soleil scintillait sur les poutres d'acier. J'avais retroussé mes manches, la sueur trempant mon dos. C'est alors que je l'ai entendu, la voix de Julien. Dany. J'ai regardé autour de moi et il était là, debout au milieu du chantier, le visage fatigué mais résolu. Les ouvriers ont arrêté leur travail. Le métal s'est tu dans un claquement et les perceuses ont crachoté avant de s'arrêter. Tous les yeux étaient rivés sur nous. Julien s'est approché prudemment, les mains levées comme s'il avait peur que je m'enfuis. Je sais que tu ne veux pas de moi ici, mais je devais venir. Tu ne comprends pas à quel point je suis désolé, à quel point nous le sommes tous. J'ai serré les dents, ma voix basse et féroce. Tu ne devrais pas être ici. Il a continué à s'approcher. Nous avons eu tort. J'ai eu tort. J'aurais dû te soutenir. J'aurais dû me battre pour toi. Au lieu de ça, je suis resté silencieux pendant que tu perdais tout, alors que tu avais 19 ans et que tu nous suppliais de te croire. Je suis resté là sans rien faire et je le regretterai toute ma vie. Mon équipe s'est agitée, mal à l'aise, observant la chaleur monter en moi, la honte et la rage entremêlées. Je me suis détourné et je suis retourné vers la structure à moitié construite de la maison. Julien a crié, « Dany, ne fais pas ça. Juste une conversation. C'est tout ce que je demande. » Je me suis arrêté, j'ai tourné sur moi-même et mes mots étaient tranchants comme du verre. Une conversation. Tu as eu 15 ans,
Julien. 15 ans pendant lesquels j'ai rampé pour sortir de la boue, pendant que je dormais dans des motels et que je travaillais jusqu'au sang. Tu aurais pu demander une conversation à l'époque, mais tu ne l'as pas fait. Ses yeux brillaient alors que ses lèvres s'entr'ouvraient, mais je me suis retourné et je suis parti. La poussière tourbillonnait autour de mes bottes, et derrière moi, le silence était aussi lourd qu'une pierre. Cette nuit-là, la nouvelle a commencé à se répandre dans la famille. Chloé, autrefois connue comme la fille en or, était condamnée dans chaque conversation chuchotée. Les proches qui avaient auparavant loué son courage se moquaient de son nom. Ils la traitaient de menteuse et de voleuse qui avait vidé leur argent pour ses études pendant que je luttais pour joindre les deux bouts. Le vent avait tourné, mais il était trop tard pour que je m'en soucie. Le monde de Chloé s'effondrait. Son fils Maxime se détériorait à l'hôpital, son petit corps menant une lutte sans espoir. Son mari Alexandre ne pouvait plus supporter les mensonges. En tant qu'avocat dévoué à la vérité, il a fait ses valises et est parti, refusant de rester dans une maison fondée sur la fausseté. Même si elle m'avait brisé, je ne pouvais pas endurcir mon cœur contre Maxime. Il était innocent, un enfant pris dans les conséquences des mensonges de sa mère. Cette pensée me brûlait de l'intérieur. Les appels affluaient donc, de tantes et de cousins. Leurs commentaires étaient d'une douceur écœurante, pleins de remords. On a toujours eu des doutes. On ne l'a jamais vraiment cru. Pas complètement. Des mensonges, tous autant qu'ils sont. Où étaient ces doutes quand j'avais 19 ans et que je suppliais pour un test? Où étaient-ils quand j'ai dû quitter mon lycée, mon avenir, ma vie? Et puis est venu un choc. Mon email a sonné ce soir-là alors que j'étais assis devant mon ordinateur, la faible lumière de la lampe projetant des ombres. Un email. Le nom de l'expéditeur m'a glacé le sang. Oncle Richard, le père de Chloé. Ma paume a tremblé en l'ouvrant. Ses commentaires étaient brefs, mais ils m'ont frappé comme un marteau. Danny, je sais que tu n'as aucune raison de vouloir avoir de mes nouvelles. Je sais que les dégâts sont irréversibles, mais tu dois savoir que ton père t'a laissé quelque chose dans son testament. Je ne te dirai pas ce que c'est, mais je t'en supplie. Rentre à la maison et vois par toi-même. Si tu veux repartir après, personne ne t'en empêchera. Je me suis adossé, la poitrine serrée, mon esprit tourbillonnant. Mon père, l'homme qui m'avait renvoyé et avait refusé de me regarder après les paroles de Chloé, m'avait laissé quelque chose. Était-ce de la culpabilité? Un rappel brutal de ce que j'avais perdu? Était-ce tout autre chose? Pour la première fois en 15 ans, je me sentais incertain. Devrais-je y aller? Devrais-je voir ce qu'il m'a laissé? Devrais-je laisser le passé pourrir là où il est? Je n'ai pas encore la réponse. Mais je sais une chose. L'histoire n'est pas terminée. Et pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent, je garantis qu'il y aura d'autres mises à jour. S'il vous plaît, aimez, commentez et abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci et en activant la cloche de notification, vous ne manquerez jamais une vidéo. La première mise à jour concerne le mensonge qui a volé ma famille. Revenir en voiture dans l'endroit que j'avais quitté à 19 ans, c'était comme entrer dans une photographie surexposée. Tout semblait identique, des magasins délavés et usés, des trottoirs fissurés, et les mêmes châteaux d'eau rouillés montant la garde contre le ciel. J'avais passé 15 ans à ériger des barrières autour de moi. Je croyais que ces murs garderaient cet endroit hors de ma vie pour toujours. Mais me voilà, franchissant une frontière invisible que je m'étais juré de ne plus jamais traverser. L'air semblait épais, comme si la ville connaissait mon passé. Mon téléphone vibrait constamment sur le siège à côté de moi, l'écran s'illuminant de textos et d'appels manqués de ma mère et de mon frère. Danny, s'il te plaît, décroche. On doit parler. Donne-nous juste une chance. Les mots brillaient sur le verre, mais je n'ai pas pris le téléphone. Chaque vibration ressemblait à un coup frappé sur une porte verrouillée dans ma poitrine. Je suis passé devant le café où Chloé riait avec ses amis pendant que je passais la tête basse, brûlant sous les regards. Il était toujours là, avec son enseigne au néon scintillant dans le crépuscule. Et soudain, comme si le destin me mettait à l'épreuve, j'ai entendu mon nom. Daniel. Je me suis retourné et je me suis figé. Thomas et Cédric, deux visages que je n'avais pas vus depuis le lycée, marchaient sur le trottoir vers moi. Ils étaient autrefois des amis et des coéquipiers, le genre de gars qui se juraient fidélité et de ne jamais s'abandonner les uns les autres. Thomas s'est arrêté à quelques pas et s'est gratté la nuque. Ses cheveux s'étaient clairsemés. Sa taille s'était épaissie,
mais ses yeux portaient encore le remords dont je me souvenais la nuit où le mensonge de Chloé m'a détruit. Mec, je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Cédric s'est agité nerveusement. On a entendu dire que tu avais quitté la ville pour de bon. Danny, écoute. On est désolé. À l'époque, quand Chloé a dit ce qu'elle a dit, aucun de nous, il s'est interrompu, la honte lourde dans sa voix. Vous ne m'avez pas cru, ai-je conclu pour lui, mon ton plus dur que je ne l'avais prévu. La mâchoire de Thomas s'est crispée. On aurait dû. Je savais que ça ne collait pas. C'est juste. On ne voulait pas se mêler de ça. Tout le monde était contre toi. On a suivi le mouvement et on n'aurait pas dû. Je les ai observés tous les deux. J'ai vu comment leurs alliances brillaient sous les lampadaires alors qu'ils parlaient de leurs femmes, de leurs enfants et des petites vies qu'ils s'étaient construites pendant que je luttais pour survivre à des centaines de kilomètres de là. Chaque mot creusait davantage le fossé entre nous. J'ai esquissé un faible sourire. Je suis content que tout ait bien marché pour vous. Je suis parti, leur voix me suivant dans la rue jusqu'à ce qu'elles abandonnent. Ce soir-là, j'ai rencontré l'oncle Richard dans un petit café à la périphérie de la ville. L'odeur de café et de friture flottait dans l'air tandis que les conversations des habitants résonnaient en arrière-plan. Quand je l'ai vu, ma poitrine s'est serrée. Il avait vieilli, les cheveux largement gris et le corps plus mince. Pourtant, ses yeux conservaient une tristesse qui semblait le vider de l'intérieur. Quand je me suis approché, il s'est levé et m'a pris la main entre les siennes. « Danny » murmura-t-il doucement, comme s'il craignait que cela ne se brise. « Je suis content que tu sois venu. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. » Je me suis assis en face de lui, le poids des années m'oppressant. « Pourquoi m'as-tu contacté, après tout ce temps ?» Ses épaules se sont affaissées. « Parce que quelqu'un doit te dire la vérité sur ton père. Ce n'était plus l'homme dont tu te souviens à la fin. » Danny portait le regret chaque jour. Il n'a jamais cessé de penser à toi. J'ai senti la vieille colère remuer. Il m'a jeté dehors. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je n'étais plus son fils. Il ne m'a même pas demandé si c'était vrai. Les yeux de Richard se sont embués de tristesse. Tu as raison. Il t'a laissé tomber. Mais dans ces dernières années, ça l'a rongé. Il t'a cherché, Danny. Il a même engagé un détective privé l'année dernière. Il avait acheté un billet d'avion. Il allait venir te voir en face. Te supplier de lui pardonner. Le mot m'a frappé comme un marteau. J'ai eu le souffle coupé. Ce n'est pas possible. Si, murmura Richard. Mais une crise cardiaque l'a emporté quelques jours avant son départ. Il est mort avant de pouvoir réparer les choses. J'ai passé une main tremblante sur mon visage, mes yeux brouillés par les larmes que je ne pouvais retenir. Pendant des années, je m'étais convaincu que mon père me haïssait et était mort sans connaître la vérité. Et maintenant, la terrible ironie. Il ne m'avait pas détesté à la fin. Il avait voulu que je revienne. Ma voix s'est brisée. Il n'a jamais su que j'étais innocent. Il est mort en pensant que j'étais coupable, mais prêt à me pardonner quand même. Richard s'est penché sur la table et m'a serré la main. Oui, il voulait la paix. Il voulait que sa famille soit à nouveau unie, même s'il ne pouvait pas effacer le passé. Ensuite, il m'a conduit au bureau de l'avocat. Le bâtiment était petit, en briques, avec des fenêtres qui brillaient doucement dans le crépuscule. À l'intérieur, l'avocat était assis en face de nous, un homme sombre avec des lunettes fines et un dossier prêt sur son bureau. Il l'a ouvert doucement, glissant des documents vers moi. Votre père a pris des dispositions. Il voulait que vous ayez ça, Danny. Mes mains tremblaient en lisant. Un compte bancaire avec 300 000 €, économisé et fructifié au fil des ans. Au-delà, un acte de propriété, une maison au bord d'un lac, un endroit dont je me souvenais enfant, où je courais pieds nus sur l'herbe, l'eau scintillant comme du verre liquide au soleil. Ma gorge s'est nouée et les larmes ont coulé librement. Mon père, qui m'avait abandonné, m'avait laissé ça, une bouée de sauvetage, une chance de recommencer. Il est mort en me croyant coupable, mais papa voulait quand même que j'aie un avenir et que je sois lié à cette famille d'une manière ou d'une autre. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, en sanglotant. Il n'a jamais su la vérité. Il n'a jamais su ce qu'elle a fait. La voix de Richard était douce. Il savait qu'il t'aimait. C'était suffisant pour lui à la fin. Cette nuit-là, je n'ai pas eu le courage de rentrer chez moi. Au lieu de ça,
Je me suis assis dans un bar à la périphérie de la ville. Les lumières étaient tamisées, l'air dense de fumée et des chuchotements d'étrangers. Un verre de whisky est resté intact devant moi. J'ai regardé dedans et je n'ai pas vu mon reflet, mais le garçon que j'avais été, brisé et renvoyé à 19 ans. Le bruit d'une chaise a interrompu mes pensées. Je me suis retourné et j'ai senti ma poitrine se contracter. C'était Alexandre, le mari de Chloé. Son visage était marqué par la fatigue et ses yeux étaient perçants d'intention. Il s'est approché, sa voix calme, mais avec une pointe d'urgence. J'ai besoin de la vérité, Dany. Toute la vérité. Dis-moi ce qu'elle a fait. J'ai rencontré son regard, aussi solide que l'acier. Elle a menti. Elle m'a ruiné. À 19 ans, j'ai dû abandonner le lycée. J'ai perdu ma famille, mon avenir. J'ai quitté cette ville en disgrâce. Pendant qu'elle allait à l'université avec leur argent, et pendant 15 ans, le poids de son mensonge m'a écrasé. La mâchoire d'Alexandre s'est crispée et ses mains se sont serrées sur le bar. Elle a tout détruit pour toi et elle pensait qu'elle n'aurait jamais à en payer le prix. Sa voix est descendue jusqu'à un grognement. Tu ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça, Dany. Tu dois la tenir responsable de ce qu'elle a fait. Poursuis-la en justice, traîne-la au tribunal. Ne la laisse pas détruire ta vie et ensuite reconstruire la sienne comme si de rien n'était. Ces paroles m'ont transpercé, déclenchant des émotions que je n'avais pas ressenties depuis des années. Le désir de justice, de vengeance et de reprendre ce qui m'avait été volé. Maintenant, alors que je suis assis devant mon ordinateur, avec l'acte de propriété de la maison du lac à côté de moi et la lueur de l'écran éclairant mon visage, j'entends la voix d'Alexandre résonner dans mes pensées. Pendant si longtemps, tout ce que je voulais, c'était de la distance. Mais peut-être que la distance ne suffit plus. L'histoire est loin d'être terminée. Et pour ceux qui suivent, je garantis d'autres mises à jour. La deuxième mise à jour voit les mystères enfin révélés. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Je me suis tourné et retourné sur le matelas de la maison du lac à moitié rénové. Le ventilateur de plafond cliquetait doucement au-dessus de moi, comme une horloge que je ne pouvais pas arrêter. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de mon père. Des rides plus profondes que dans mon souvenir. Des yeux assombris par le désespoir qui m'avait suivi en exil. Il était allé dans sa tombe en me croyant coupable. C'était le fait qui m'étouffait plus que toute autre chose. Un autre fait se frayait un chemin vers la surface. Un que ma cousine avait caché pendant près de 2 décennies. La tempête a éclaté l'après-midi suivant. Les rumeurs se sont répandues rapidement depuis les couloirs de l'hôpital, chuchotées par les infirmières, entendues par les visiteurs et propagées comme une traînée de poudre à travers la petite ville. Elles m'ont atteint via un message tard dans la nuit d'un vieil ami du lycée, Mathieu, à qui je n'avais pas parlé depuis mes 19 ans. Dany, disait le message, tu dois savoir ça. Elle a fait tester cet homme. 7. Ils ont finalement trouvé le vrai père. C'est Monsieur Dubois, le prof de sport. Tu peux y croire? J'ai laissé tomber le téléphone et j'ai regardé dans l'obscurité de la pièce, le nom résonnant dans ma tête. Monsieur Dubois, notre prof de sport, l'homme qui m'avait crié de sprinter jusqu'à ce que mes poumons brûlent, m'avait souri quand je peinais à la barre de traction et vivais à la périphérie de la ville dans cette maison lugubre aux revêtements qui s'écaillaient. Ma cousine avait brisé ma vie en pointant un doigt tremblant vers moi alors qu'elle avait toujours été avec lui. La rage, glaciale et suffocante, m'a envahi. Je me suis souvenu du visage de mon père, des remarques furieuses de ma mère et du silence de mon frère. Tout le monde l'avait cru, et pendant tout ce temps, la vérité avait couvé sous la surface. Le lendemain matin, je me suis retrouvé dans le bureau de Maître Fournier, un avocat recommandé par un ancien collègue. Son bureau sentait la poussière et le cuir, et les murs étaient tapissés de lourds volumes qui n'avaient pas été touchés depuis des années. Il m'a fait signe de m'asseoir et m'a regardé avec des yeux perçants et scrutateurs. « Racontez-moi tout », a-t-il demandé. Je l'ai fait. Chaque information a jailli. L'accusation, la trahison de ma famille, l'amour qui s'était enfui et les années d'exil. Maître Fournier a écouté attentivement, son stylo grattant sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai fini de parler, il s'est penché en arrière et a tapoté son stylo contre la surface. Dany, vous avez un dossier solide. Ce n'est pas seulement une tragédie personnelle. C'est de la diffamation, de la calomnie et des dommages et intérêts s'étendant sur 15 ans. Le mensonge de votre cousine vous a coûté vos études, votre réputation et votre famille.
Maintenant, avec les preuves ADN et les rumeurs de l'hôpital confirmant la vérité, nous avons un avantage. Un dossier très solide. Si vous êtes prêt à vous battre, je peux vous aider. J'ai dégluti difficilement, mes mains tremblant. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti un feu en moi. Pas seulement de la colère, mais un but. J'ai quitté son bureau et je me suis dirigé vers la maison du lac, le dernier cadeau de mon père. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle attendait que quelqu'un l'aime pour la ramener à la vie. Des volets fissurés pendaient librement. Les marches du porche s'affaissaient et le lierre grimpait sur les murs comme s'il avait pris le contrôle. Je suis resté là, la clé dans ma paume, parlant dans l'air immobile. Tu voulais que j'aie ça, papa. Peut-être que c'est ici que ça recommence. Rénover la maison est devenu ma thérapie. L'odeur de la sueur, la sensation du papier de verre polissant le bois vieilli et le bruit satisfaisant d'un marteau sur des clous. Cela me calmait, mais cela me mettait aussi face à des fantômes. Un après-midi, je suis allé à la quincaillerie locale pour acheter de la peinture et des outils. Et elle était là, Sophie, mon ex. La fille qui m'avait autrefois tenu la main sous les gradins, m'avait promis l'éternité, puis m'avait laissé tomber comme une pierre quand le mensonge de ma cousine a empoisonné l'air. Ses cheveux étaient courts et bien coiffés, et une alliance en or brillait à sa main alors qu'elle encaissait un client. Elle s'est arrêtée un instant, me regardant comme si elle avait vu un fantôme. Dany. Sa voix s'est brisée. La même voix qui avait autrefois murmuré des mots d'amour à mon oreille. Je ne savais pas que tu étais de retour. J'ai serré les articles dans mes mains, chaque muscle tendu. Sophie, ai-je dit froidement. Elle s'est approchée d'un pas, les yeux brillants. Je suis tellement désolé pour tout. J'avais 19 ans. Je ne savais pas quoi croire, et j'avais peur. J'aurais dû te soutenir, mais Ces mots sont devenus du bruit. La trahison me piquait encore trop profondément. J'ai posé les articles sur le comptoir, j'ai glissé l'argent et je me suis détourné. Dany, s'il te plaît, a-t-elle plaidé, le désespoir dans sa voix, mais je suis parti sans me retourner. Ma poitrine avait l'impression de s'effondrer, mais j'ai refusé de lui donner la satisfaction de me voir m'écrouler. Cette nuit-là, dans le silence du bureau face au lac sombre, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais porté le poids du silence pendant 15 ans, mais j'en avais assez de me cacher. Mes doigts tremblaient en tapant, décrivant chaque aspect de mon traumatisme. L'accusation, l'exil, les années passées à reconstruire ma vie pendant que ma cousine profitait grassement de la culpabilité de mes parents. J'ai terminé avec la vérité. Le test ADN qui révélait que je n'avais jamais été le père. Puis j'ai appuyé sur le bouton de publication. À l'aube, mon téléphone avait explosé. Les notifications arrivaient par centaines. D'anciens camarades de classe dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années taguaient, commentaient et partageaient. Dany, je suis vraiment désolé. On aurait dû savoir. Tu ne méritais pas ça. Elle a complètement détruit ta vie et s'en est sortie. Incroyable. Même ceux qui s'étaient autrefois moqués de moi dans le couloir ont exprimé leurs regrets. Certains ont tagué ma cousine personnellement, exigeant des réponses. Puis je l'ai vu. Mon jeune frère, Julien, avait commenté « Je suis désolé, Dany. J'aurais dû être là. J'aurais dû te parler de papa. Je n'attends pas de pardon. » Ces mots m'ont coupé comme un rasoir. Ce soir-là, il est venu à la maison du lac. Je l'ai vu debout près de mon camion, la lumière du couchant jetant une teinte dorée sur son visage. Il avait l'air plus vieux, accablé par le remords, et sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Dany, a-t-il dit. S'il te plaît, on peut parler ? » J'ai croisé les bras, la poitrine serrée. Qui a-t-il à dire ? Il a dégluti. J'étais un gamin aussi. Je ne savais pas comment gérer ça. J'ai accepté ce que tout le monde disait. Je pensais que tu étais coupable. Et au lieu de me soutenir, tu m'as abandonné, ai-je lâché. Tu m'as laissé pourrir. Sais-tu ce que c'est que de dormir dans une voiture à 19 ans parce que ta famille pense que tu es un monstre ? Ses yeux étaient remplis de tristesse. Je le regrette chaque jour. Je le jure, mais je ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas, ai-je dit froidement. Et tu ne peux pas me rendre ce que j'ai perdu. Mes études, mon père et ma vie. Tu ne m'as même pas dit qu'il était mort. Sais-tu à quel point je te déteste pour ça ? Les épaules de Julien se sont affaissées.
J'ai eu tort. J'ai été un lâche. Je n'attends pas de pardon, mais s'il te plaît, ne me rejette pas pour toujours. Je me suis détourné de lui, la douleur dans ma poitrine terrible. Tu as 15 ans de retard, Julien. Je suis entré dans la maison et j'ai fermé la porte. Le silence était terrible. Mes mains tremblaient alors que je m'asseyais au bureau de mon père et ouvrais à nouveau l'ordinateur portable. J'avais plus à dire. Le monde devait l'entendre. Et pendant que je tapais, une seule chose me traversait l'esprit. Ce n'était pas fini. Loin de là. Il y aura d'autres mises à jour. Mise à jour finale. Enfin, justice a été rendue. Le tribunal était bondé, chaque siège grinçant sous le poids des personnes qui avaient autrefois chuchoté sur moi, détourné la tête à mon passage et traversé la rue pour ne pas croiser mon regard. Je sentais leur regard sur ma nuque alors que j'étais assis à la table du plaignant, les mains à plat sur la surface en acajou poli, la gorge sèche, la poitrine se soulevant à chaque respiration. Le procès avait duré 2 semaines. J'ai passé 2 semaines à entendre ma vie être examinée en termes froids et cliniques. Pendant 2 semaines, les avocats m'ont appelé le plaignant, l'accusé devenu victime, plutôt que Daniel, l'homme. Pendant 2 semaines, Chloé a évité mon regard. Sa mâchoire autrefois déterminée s'était affaissée de honte, et son mari était assis raidement à ses côtés comme un étranger. Et maintenant, le moment était venu. La voix du juge a retenti dans le silence, calme et méthodique. Dans l'affaire et contre, le jury se prononce en faveur du plaignant, Daniel. La défenderesse est condamnée à verser 1 500 000 € de dommages et intérêts. Des murmures d'étonnement ont parcouru la salle. Mes genoux ont failli flancher sous la table. J'ai serré le bord si fort que mes articulations sont devenues blanches. Les mots m'avaient pénétré comme la lumière du soleil après des années d'obscurité. J'avais gagné. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de justification. C'était le fait de faire enfin éclater la vérité au grand jour. Mademoiselle A, a ajouté le juge, vous publierez également des excuses publiques à Monsieur A, reconnaissant votre fausse accusation et les dommages qu'elle a causés. Chloé s'est levée lentement, les mains tremblantes en dépliant un morceau de papier et a commencé à parler. Moi, Chloé A, j'ai faussement accusé mon cousin Danny et d'être le père de mon enfant, même si je savais qu'il ne l'était pas. Mes actions l'ont conduit à être renié, à perdre ses études, sa famille et des années de sa vie. Je regrette sincèrement la douleur que je lui ai causée. Ces mots résonnaient dans la salle, minces et fragiles. Personne n'a applaudi. Personne n'a exprimé de compassion. Ils ont simplement regardé, leur jugement aussi solide que la pierre. La voix de Chloé s'est brisée sur la dernière phrase et sa tête s'est inclinée bas. Quand elle a relevé les yeux, son mari était parti. Alexandre s'était éclipsé de la salle d'audience avant même qu'elle ne commence. Quand le juge nous a congédiés, je me suis levé, les jambes tremblantes et le pouls rapide. En sortant du palais de justice, l'air printanier m'a frappé de plein fouet. La foule à l'extérieur s'est dispersée, et ils étaient là, ma famille. Ma mère se tenait devant moi, les mains jointes comme si elle se contenait. Son visage était pâle et ses lèvres tremblaient. Derrière elle, Julien hésitait, le visage rempli de honte, le regard fixé sur moi. « Danny » a dit ma mère en s'approchant. « Danny, s'il te plaît. » Je me suis arrêté juste devant elle. Les portes du palais de justice claquaient encore derrière moi. L'air sentait vaguement l'herbe coupée et les gaz d'échappement, mais je ne pouvais goûter que l'amertume. « Vous m'avez jeté dehors, » ai-je dit, ma voix en colère mais ferme. 19 ans. Je vous ai supplié de me croire et vous m'avez traité de menteur. Vous n'avez pas seulement tourné le dos, vous m'avez mis à la porte. Avez-vous la moindre idée de ce que ça m'a fait? Son visage s'est effondré et les larmes ont coulé librement. On avait peur. On pensait. Vous pensiez que j'étais coupable, ai-je lâché. Et au lieu de me soutenir, vous m'avez détruit. Vous m'avez laissé mourir de faim. Vous m'avez laissé mourir de froid. J'étais un garçon, maman. Ton garçon. Ses épaules tremblaient de sanglots, mais je n'ai ressenti aucun soulagement. Seulement la douleur vide des années perdues. Julien s'est avancé. Danny. Il a parlé doucement. J'aurais dû être ton frère. J'aurais dû te parler de papa. J'aurais dû être là. Je me suis tourné vers lui, mes mots brûlants et cinglants. Tu ne l'as pas été. Tu es resté.
Tu as fait profil bas pendant que je me battais pour survivre. Tu t'es assis à la table du dîner pendant que je dormais dans ma voiture. Tu ne m'as même pas dit quand il est mort. Ma voix s'est brisée. Sais-tu à quel point je te déteste pour ça? Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Je sais, a-t-il murmuré. Et je suis désolé chaque jour. Je suis désolé. J'ai secoué la tête. Vous avez 15 ans de retard. Le silence entre nous était angoissant. Je me suis détourné et je suis passé devant eux deux, la poitrine serrée et la respiration saccadée. La vie de Chloé s'est rapidement effondrée après ça. Alexandre a demandé le divorce dans le mois qui a suivi, et leur bataille pour la garde a été terrible. La vérité de ses mensonges, les excuses publiques et le mal qu'elle avait infligé, tout s'est écroulé. Finalement, le juge a accordé à Alexandre la garde exclusive de Maxime. La voir s'effondrer au tribunal, c'était comme assister à la chute d'un château de cartes, inévitable et permanente. L'opération de Maxime a été un succès. Je lui ai rendu visite à l'hôpital peu de temps après. L'odeur d'antiseptique flottait dans l'air, et le bip répétitif des machines brisait le calme. Il avait l'air pâle et a souri faiblement, sa petite main serrant une figurine d'action. « Salut », ai-je dit doucement en approchant une chaise. « Je suis Danny, ton cousin. » Il m'a regardé attentivement. « Mon papa dit que tu es gentil. » « C'est vrai ?» La question m'a presque brisé. J'ai dégluti difficilement. « J'essaie de l'être, ai-je expliqué. Et si jamais tu as besoin de quelqu'un, tu peux m'appeler n'importe quand. » Ses yeux se sont illuminés et il a hoché la tête. Pendant un bref instant, les années d'amertume se sont estompées. J'ai rapatrié mon entreprise de construction dans ma ville natale, investissant les dommages et intérêts dans son expansion. Nouveau camion, nouvel équipement et nouveau contrat. Le post sur les réseaux sociaux qui avait commencé comme un cri pour la justice est devenu la pierre angulaire de mon avenir. Les gens voulaient me voir réussir. Les contrats ont afflué et en un an, mon entreprise était l'une des plus réputées de la région. Je suis passé devant la maison du lac un soir, les lumières du porche brillant vivement sur l'eau. J'ai pensé à mon père. Il n'a pas vécu pour me voir justifier, mais son dernier cadeau m'a donné l'opportunité de reconstruire. J'ai murmuré dans l'obscurité, « J'essaie, papa. » J'essaie vraiment. Chloé, pendant ce temps, est devenue une paria. En ville, on l'appelait le poison. Elle a perdu son poste au cabinet d'avocat. Ses amis ont cessé d'appeler et ses proches murmuraient son nom avec haine. Elle marchait dans les rues, la tête baissée. La femme autrefois fière était réduite à des murmures et des regards de pitié. Quant à moi, j'ai commencé une thérapie. La première séance a été difficile. J'étais assis raidement sur le fauteuil, regardant l'horloge impeccable tic-taquer sur le mur, l'odeur de lavande épaisse dans l'air. Mais progressivement, j'ai commencé à traiter les années de colère, de tristesse et de honte. Lentement, j'ai commencé à guérir. Ma famille m'appelle assez fréquemment maintenant. Je laisse le téléphone sonner avant de répondre, gardant les conversations brèves et polies. Je n'étais pas prêt à m'asseoir en face d'eux. Pas prêt à partager une table ou un repas. Mais je me suis dit, des petits pas, c'était la première fois en 15 ans que je n'étais pas défini par un mensonge. Je n'étais pas le garçon qui avait été mis à la porte. J'étais Danny, un homme qui avait enduré, s'était battu et avait réussi.